Alors aujourd'hui, on plonge dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ce livre, c'est un véritable cri du cœur contre la peine de mort. Et on va s'attaquer à un chapitre en particulier, le chapitre 9, qui est vraiment percutant. On va voir ensemble comment Hugo nous pousse à regarder l'injustice bien au-delà de la seule personne du condamné. Et tout de suite, on entre dans le vif du sujet avec cette phrase « La guillotine, c'est fort cher ». Ça commence très fort. On s'attendrait à ce que le condamné nous parle de sa peur, de ses regrets, mais non, il parle d'argent. C'est d'un cynisme incroyable et ça pose le décor tout de suite. Hugo nous dit « Attention, l'injustice ici, elle n'est pas que morale, elle est aussi matérielle, froide, presque comptable ». Le chapitre s'ouvre donc sur une scène qui devrait être empreinte de solennité, de gravité. Le narrateur rédige son testament. C'est le dernier acte d'un homme qui veut laisser quelque chose derrière lui. Sauf que ce geste, il est immédiatement vidé de tout son sens, rendu complètement absurde par la cruauté du système judiciaire de l'époque. Et pourquoi est-ce que son testament est inutile? Voilà le piège. Il réalise qu'il a été condamné aux frais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit payer pour son propre procès. Donc tout son héritage, tout ce qu'il espérait laisser à sa famille, tout ça va partir pour payer, en quelque sorte, sa propre mort. C'est terrible, hein? Ici, la critique d'Hugo est d'une violence inouïe. Il nous dépeint un système judiciaire complètement déshumanisé. Un système qui ne se contente pas de prendre la vie d'un homme. Non, il s'assure aussi que sa famille n'est plus rien. La punition, en fait, elle s'étend bien au-delà de la mort du condamné. À partir de cette prise de conscience, cette histoire d'argent, logiquement, les pensées du condamné glissent vers autre chose. Le coût financier, c'est une chose, mais il y a un coût bien plus terrible, bien plus profond, le coût humain. C'est là que l'on bascule vraiment dans le cœur du drame familial. Oui, trois femmes, 3 vies qui vont être complètement anéanties, brisées, par une seule et unique sentence de mort. Et regardez bien comment Hugo formule ça. Il est très habile. Il ne dit pas juste « ma mère, ma femme et ma fille ». Non, il parle de 3 veuves. Sa mère devient veuve de son fils, sa femme veuve de son mari et sa fille orpheline de père. Il les transforme en victimes directes de la loi. Ce sont les veuves de la loi. C'est le système judiciaire qui les crée. Et ce qui est absolument déchirant, c'est la différence dans ses pensées. Pour sa mère et sa femme, il y a une sorte de résignation, un fatalisme sombre. Il se dit qu'elles vont mourir de chagrin ou devenir folles et que leur souffrance sera courte. C'est terrible, mais c'est comme ça qu'il rationalise. Mais sa fille, c'est une autre histoire. C'est là que le barrage cède. C'est elle la véritable source de sa douleur. Et voilà, on touche au cœur de sa souffrance. Ce n'est pas la pensée de sa propre mort qui le torture le plus. Non, c'est cette image, l'image de sa petite Marie, innocente, qui est en train de rire, de jouer, pendant que lui, son père, compte les heures qui le séparent de l'échafaud. Cette opposition est insoutenable. Bon, on a vu le contenu, l'émotion brute. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'Hugo s'y prend pour que ça nous touche autant? C'est là qu'on passe à l'analyse littéraire. On va décortiquer un peu les outils qu'il utilise pour créer un effet aussi puissant. Ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'Hugo n'est pas là juste pour nous raconter une histoire triste. Chaque mot est pesé. Il construit une véritable argumentation, un plaidoyer. Et pour ça, il se sert de figures de style très précises. On voit ici 2 exemples frappants, l'anaphore et l'antithèse. Ce sont des outils pour amplifier le pathos, pour que le désespoir nous frappe de plein fouet. Prenons l'anaphore. C'est la répétition d'un mot en début de proposition. Ici, c'est le mot « sans ». Sans fils, sans mari, sans père. En faisant ça, Hugo ne fait pas juste une énumération. Il martèle une idée. Sans. Chaque sans est comme un coup de marteau qui enfonce le clou de la perte. Ça crée un rythme, une musique funèbre. Une simple description devient une véritable complainte. Donc, si on récapitule, on a la critique du système financier, l'injustice faite à la famille et l'utilisation précise du langage. Tout ça, en fait, ça ne fait que converger vers un seul et unique point, l'argument final. Un argument massu qui vient remettre en question l'idée même de justice. Et là, c'est un coup de maître de la part d'Hugo. Le narrateur fait quelque chose de très fort. Il concède sa propre culpabilité. Il dit, en gros, « D'accord, admettons que je sois puni justement ». En faisant ça, il désarme toute critique. Et c'est là qu'il pose la question qui tue. Et ces innocentes, qu'ont-elles fait? Et cette question, elle est sans réponse. Elle reste suspendue, impossible à ignorer. Et on est là, au cœur de l'argument de Victor Hugo. La peine de mort, nous dit-il, ne se contente pas de punir le coupable. Non. Elle déborde, elle se répand, elle contamine et elle détruit des vies innocentes. Elle crée ce qu'on appellerait aujourd'hui des victimes collatéraux. Et c'est ça le véritable scandale. Et c'est avec cette question, une question absolument vertigineuse, qu'Hugo nous laisse. Une justice
qui, pour punir un coupable, détruit sciemment des innocents. Est-ce que ça peut encore s'appeler la justice? C'est une interrogation terrible et Hugo la laisse résonner, nous forçons à y réfléchir bien après avoir refermé le livre.